Dans le royaume de Faran, dirigé par des magiciens, une longue guerre de succession royale est en train de se préparer. Cependant, ce soir, elle prendra enfin fin. Le second prince, assis sur le trône, ordonne à ses plus fidèles serviteurs d'éliminer sa plus grande menace pour le trône, le 9e prince Ins. Ses partisans honorent sa sage décision et attendaient ses ordres pour lui prouver leur loyauté. Le prince leur ordonne alors de prendre d'assaut la résidence de Ins dans le palais isolé, de tuer tous ses gardes et serviteurs, et de ne laisser aucune trace ni preuve. L'un de ses partisans attire son attention, déclarant qu'il sent une autre présence, et qu'elle lui semble dangereuse. À cet instant, le partisan tombe soudainement raide mort et un homme mystérieux aux yeux rouges brillants apparaît, demandant si le garçon assis sur le trône est le second prince. Le prince est soudainement alarmé et craint pour sa sécurité. Son épéiste s'interpose et dégaine sa lame. Il reconnaît l'assassin à ses yeux rouges brillants et déclare que dans leur royaume sacré, la seule race inférieure et immonde qui ne possède aucune magie est comme lui, ceux qu'il appelle les Galdas, ou les non-magiques. Dégoûté par sa présence, l'épéiste abat sa lame vers le Galda. Cependant, même sans magie, le Galda, dont le nom est Van, parvient tout de même à vaincre l'épéiste. Il utilise la technique du coup fatal contre son ennemi et frappe l'os nasal sous un angle spécifique, créant une blessure au cerveau. Quand cela arrive, être un utilisateur de magie n'a pas vraiment d'importance, car après tout, il reste des humains qui peuvent mourir de blessures graves. Il fait maintenant face au mage qui lance un sort pour l'éliminer. Cependant, Van est plus rapide que le mage et parvient à lui donner un coup de pied, lui brisant la mâchoire au passage. En conséquence, il a disloqué sa suture maxillaire, faisant se tordre de douleur le mage. Il se moque ensuite du mage pour avoir pris son temps pour incanter. Il bondit alors et porte une autre attaque au mage, le vainquant efficacement. Le prince est choqué qu'il ait réussi à battre son épéiste et son magicien, même sans magie. Van souligne que les non-utilisateurs de magie comme lui peuvent tout à fait gagner contre des utilisateurs de magie. Enragé, le prince lui demande s'il est un assassin engagé par Ins. Il admet être un assassin, mais qu'il n'est pas engagé et fait simplement cela comme une faveur pour un ami. Le prince refuse de croire qu'il est l'ami d'un membre de la royauté et se moque de ses origines et de sa race. Puisqu'il est un non-utilisateur de magie, il n'est rien d'autre qu'une ordure et du bétail, et ne pourra jamais être l'ami d'un membre de la royauté. En s'éloignant de Van, il demande combien il a été payé et propose de doubler ou tripler la somme pour sa loyauté. Cependant, Van choisit de mettre fin à sa vie pour s'être moqué des non-utilisateurs de magie. Peu après, la mort du second prince est annoncée comme étant due à une maladie. Les funérailles se déroulent solennellement et la longue intrigue de palais prend fin. Ailleurs, Van rend visite à son bon ami, le 9e prince, Ins. Le prince le remercie d'avoir éliminé son frère pour lui, car grâce à cela, il deviendra certainement le prochain roi. Van félicite son ami, lui demandant ce que ça fait de réaliser enfin son rêve de longue date. Ins le corrige, répétant que c'est leur rêve et jure que lorsqu'il montera sur le trône, il supprimera définitivement les politiques discriminatoires contre la race non magique des Galdas. Il veillera à ce que plus personne ne les traite de bétail. Ils se cognent alors le poing, scellant leur promesse. Le prince l'invite ensuite à sa soirée de couronnement, mais Van répond qu'il vaut mieux ne pas venir car cela nuirait à son image de nouveau roi. Ins répète qu'il ne laissera pas une telle chose se produire, soulignant qu'il a besoin que son ami soit là. Cependant, Van finit par décliner son offre, craignant que cela ne lui cause des ennuis en tant que nouveau roi. Il attendra patiemment que les gens changent Davis à leur sujet, sachant que ce ne sera pas une mince affaire. Le prince le remercie pour sa considération et sa compréhension. Sur ce, il suggère à son ami de rentrer chez lui et de se reposer pour le moment. Après tout, la longue bataille est terminée et il peut maintenant passer du temps avec sa famille. Van sourit à cette idée et remercie son ami de lui permettre de prendre des vacances. Plus tard, Van se repose dans sa demeure et nettoie son corps. Il se rend ensuite dans son ancien bureau et voit les livres empilés d'un côté de la pièce et les mannequins qu'il utilisait pour l'entraînement, tous couverts de poussière. C'est alors qu'il réalise que la bataille est enfin terminée. Avec le recul, cette bataille a commencé quand ils étaient jeunes. Ils rêvaient tous les deux d'un monde complètement différent. À cause de cela, il est devenu un assassin que personne ne pouvait détecter en raison de son absence de magie. Ins lui a rappelé que leur chemin vers le changement ne serait pas facile. Ils devraient affronter de puissants épéistes, mages et guerriers magiques. Le prince a également souligné que le fait d'être un Galda constituait un désavantage supplémentaire et a douté qu'il puisse réellement gagner contre des maîtres qui avaient perfectionné la magie. Confiant en ses capacités, Van a déclaré qu'il apprendrait aussi la magie, ce que le prince trouvait impossible. S'il ne pouvait pas l'utiliser, alors il deviendrait la personne au monde qui connaîtrait le mieux la magie pour l'utiliser contre les utilisateurs de magie. Il prévoyait d'utiliser les arts martiaux pour surmonter son absence de magie. Ins lui a souri car, étant Van, il savait qu'il pouvait tout accomplir s'il s'en donnait les moyens. Actuellement, Van se sent nostalgique en feuilletant les pages d'un vieux livre de magie. Il le repose sur la pile et marmonne que ce fut vraiment une longue bataille. Plus tard, Van est en route pour sa maison et essaie d'acheter des fruits pour sa petite sœur. Il s'apprête à payer les fruits, mais le commerçant remarque qu'il a les yeux rouges.
Il montre du doigt l'affiche anti-Galda à l'arrière et déclare avec dédain qu'il ne vend pas à des ordures comme lui. En guise de représailles, il reprend vivement ses pièces de cuivre. Les autres commerçants commencent alors à le remarquer aussi et expriment leur confusion quant à sa présence dans la capitale royale. Ils le traitent comme quelqu'un atteint d'une maladie contagieuse, craignant de perdre aussi leur magie s'ils s'approchent de lui. Les anciens rois ont décidé que les Galda, ou la race non magique, serviraient de bétail pour les Alkézols, ou la race magique. Cela a donné naissance aux différences de système et d'évaluation basées sur la quantité de magie. À cause de cette division, la race magique a commencé à exploiter la race non magique. Ils étaient utilisés pour des travaux forcés mortels et comme troupes d'avant-garde dans les guerres. La seule chose qui leur était égale était la lourde imposition. Mais chaque fois qu'il y avait des troubles sociaux et une menace de renversement de la monarchie, les Galda étaient les premiers à être blâmés, ce qui entraînait leur massacre. Bien sûr, la nation fermait les yeux sur ces meurtres injustes. Même les catastrophes naturelles qui frappaient le pays étaient toutes de la faute des non-magiques. Leur histoire injuste et inhumaine dégoûte Van. Et alors qu'il se promène dans la capitale, maudit par les gens, il se demande s'il viendra un temps où les siens pourront vivre avec le sourire. À ce moment-là, il voit une fille trébucher. Elle se met à pleurer pendant que Van essaie de l'aider. Elle le regarde dans les yeux et voit les orbes rouges brillants. Au lieu d'être terrifiée, elle pétille d'innocence enfantine et lâche qu'ils sont super cols, ce qui surprend Van. Elle retourne en courant vers ses camarades de jeu et le remercie de l'avoir aidé. Van espère qu'un jour, les humains magiques et non magiques s'uniront, tout comme lui et Heinz l'ont fait. Ensemble, ils changeront définitivement le pays. Plus tard, alors que la nuit s'épaissit, Van arrive enfin à son village après 10 ans d'absence. Il se demande si sa famille sera heureuse de le voir. Il se souvient que sa mère lui disait qu'il devait ramener une épouse avec lui quand il reviendrait au village. Elle lui rappelait que si les choses devenaient difficiles, il pourrait toujours rentrer à la maison. Lena, sa sœur, a promis que s'il le faisait, elle cuisinerait la soupe aux champignons qu'il aimait tant. Ils l'ont tous serré dans leurs bras et lui ont donné un bibelot qui lui rappellerait combien il l'aimait et tenait à lui. Cependant, à sa plus grande horreur, son village est en proie à un immense incendie. Van passe immédiatement à l'action et vérifie si quelqu'un est blessé. Il voit alors un homme au sol et vérifie s'il respire encore. Mais au loin, il aperçoit d'autres blessés. Alors qu'il sombre lentement dans le désespoir, il se demande si tout cela est dû à une attaque de bandits et que c'est bien au-delà de ce qu'ils font habituellement. Extrêmement inquiet, il court chez lui pour voir comment vont sa mère et Lena. Alors qu'il court frénétiquement, il espère désespérément qu'elle soit saine et sauve. Après tout, la raison pour laquelle il s'est battu toutes ces années pour l'égalité et la justice pour les Galda est qu'il veut qu'elle ait une vie normale. Cependant, il est trop tard. Il voit sa mère torturée, morte, et pendue à un arbre. Alors que son cœur se brise, il entend la faible voix de sa sœur l'appeler. Il la voit torturée elle aussi, son corps couvert de blessures. Alors qu'elle se meurt, elle dit à son frère de s'enfuir car des gens le cherchent. Il se demande s'il pourrait s'agir de vestiges de la faction du second prince. La voyant en difficulté, il lui dit de ne plus parler et promet de la mettre en sécurité. Mais il sait que sa sœur est dans un état critique à cause de sa grave perte de sang. Alors qu'elle lutte pour sa vie, elle lui révèle à voix basse qu'elle est devenue très douée en cuisine et qu'elle est vraiment excitée à l'idée de lui faire goûter ses plats. Elle lui sourit faiblement alors que la vie s'échappe lentement d'elle. Elle lui touche le visage une dernière fois et lui rappelle de ne jamais se blâmer pour ce qui est arrivé. La main de Lena devient molle et tombe, un signe déchirant que sa vie s'est éteinte. Van commence à sangloter, mais une lame est alors plantée dans son cœur par l'un des gardes royaux. Les gardes célèbrent leur victoire en déclarant qu'ils ont vaincu le chef des rebelles. Le garde s'apprête à le poignarder à nouveau et lui demande pourquoi il n'esquive pas. Il répond d'une voix brisée qu'il ne reste personne qu'il veuille protéger, et qu'il n'a donc plus de raison de vivre. Le garde ricane et trouve facile de le vaincre. Avant d'accepter sa mort inévitable, il demande pourquoi ils ont dû mourir et qui a ordonné leur mort. Sans hésiter, le garde répond que le roi nouvellement couronné a ordonné les meurtres car il considère que tous les non-utilisateurs de magie sont inutiles pour leur pays. Connaissant son ami et la promesse qu'il s'était faite, Van refuse de le croire. Comme s'il n'attendait que ça, Ins arrive et salue son ami. Les gardes s'inclinent tous en sa présence tandis que Van, incrédule, se sent tellement trahi de voir que son bon ami est la personne derrière la mort de sa famille. Heinz révèle qu'il était devenu une menace pour lui. Il est devenu une arme mortelle capable de tuer des magiciens avec sa seule force physique et sans être détecté par la magie. S'il le voulait, il pourrait ébranler la paix du royaume tout entier. Et donc, avant même qu'il ne puisse trahir Heinz, le roi a décidé de l'éliminer maintenant. Van dépose lentement sa sœur et déclare que son ami l'a trompé depuis le début. Heinz répond qu'il tiendra toujours sa promesse de supprimer la discrimination contre la race Galda. Cependant, il les éliminera tous également. Le garde tente alors de frapper à nouveau Van, mais cette fois, l'homme esquive l'attaque et saisit la lame à main nue. Le voyant se préparer au combat bien qu'il soit gravement blessé, Heinz déclare qu'il est vraiment un monstre. Les gardes se mettent en position pour protéger le roi pendant que Van bondit et utilise la technique du style de l'ombre Galda pour attaquer Heinz. Le roi riposte en utilisant sa magie, la flèche de lumière.
Leur affrontement crée un cratère massif dans tout le village. Le roi se moque de son vieil ami, déclarant que même dans son état grave, Van se bat toujours pour protéger le corps de sa sœur décédée. C'est le Van qu'il connaît. Même dans la mort, il se tiendra fier et refusera de s'agenouiller devant la race magique. Il le trouve stupide et lui dit adieu en laissant Van avec un énorme trou dans le corps. Plus tard, alors que le corps de Van J a découvert, une créature apparemment magique s'approche de lui et lui donne une seconde chance de mieux faire et de prendre sa revanche. Après un certain temps, Van ouvre les yeux et regarde ses propres mains et pieds. Désorienté, il se demande s'il est encore en vie et essaie de comprendre où il se trouve. D'une manière ou d'une autre, l'endroit lui semble familier. C'est alors qu'il entend la voix de Lena l'appeler. Il panique et est complètement choqué qu'elle soit encore en vie. Perplexe, elle lui demande s'il est encore à moitié endormi et l'incite à se laver le visage pour qu'il puisse les rejoindre pour le petit déjeuner et fêter son anniversaire. Sa mère entre soudainement dans la pièce et lui souhaite un joyeux 15e anniversaire, et c'est à ce moment-là qu'il réalise qu'il est de retour dans le passé, 10 ans en arrière. C'est une belle journée ensoleillée, et la famille célèbre l'événement à l'extérieur. Van ne revient toujours pas de ce qui se passe et se demande s'il est en train de faire un long rêve. Un vent fort souffle, faisant perdre ses pétales à une fleur. Il en attrape un, son réflexe est vif, et Lena trouve cela incroyable. Il réalise alors que les arts martiaux qu'il a étudiés longuement et durement sont restés avec lui. En plus de cela, le souvenir de son village en feu, les derniers mots de Lena, la trahison de son ami, et l'épée qui lui a été enfoncée dans le corps sont encore clairs et crient qu'ils sont bien réels. Le voyant agir bizarrement, Lena vérifie si son frère va bien. Van l'assure qu'il va bien et qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. À ce moment-là, leur mère les appelle pour manger ensemble et fêter l'événement. Ailleurs, une femme chevauche son cheval aux côtés des gardes. L'un d'eux s'excuse auprès d'elle de n'avoir pu trouver aucun magicien de rang A ou supérieur ailleurs. Elle critique le manque de réactivité des chevaliers, soulignant que des civils ont été blessés. Elle aperçoit alors le village Galda devant elle. Ne le connaissant pas, le garde explique que les habitants du village ne sont pas vraiment des citoyens du pays, mais du bétail. La femme trouve cela dérangeant mais ne dit pas un mot et continue simplement sa route. Pendant ce temps, de retour au village, Van savoure sa soupe préférée et déclare que c'est nostalgique. Sa mère entend cela et trouve ça étrange, car elle vient de lui en cuisiner l'autre jour. Il rit nerveusement et admet que c'est sa préférée, alors il en a envie tout le temps. Lena dit gentiment à son frère qu'elle a aidé à cuisiner. Il lâche que ce n'est pas étonnant que les ingrédients soient coupés de manière inégale. Vexée, Lena se tourne vers leur mère pour se plaindre de Van. Il regarde alors avec amour les deux personnes les plus importantes de sa vie et réalise qu'on lui a donné une chance de recommencer 10 ans en arrière. Cependant, il ne sait pas quoi faire ni par où commencer. Voyant l'inquiétude gravée sur son visage, sa mère lui demande s'il s'inquiète toujours du chemin qu'il va prendre. Il se souvient alors qu'à 15 ans, les hommes Galda doivent décider de leur voie. Il a 3 choix à ce stade de sa vie. Premièrement, effectuer un travail à bas salaire dans la ville Galda. Deuxièmement, quitter la ville et se lancer dans des travaux forcés mortels sous le mépris des autres. Et enfin, devenir un mercenaire. Bien que les Galda n'aient aucun pouvoir magique, beaucoup d'entre eux possèdent des corps physiquement robustes. De plus, en raison de leur nature indétectable par la magie, ils peuvent servir efficacement d'éclaireurs ou d'épions. Lorsque le royaume est en guerre, les mercenaires Galda sont les premiers à être déployés sur les lignes de front. Ils sont traités comme des pions que l'on peut facilement sacrifier et comme des outils efficaces pour l'armée. Mais s'ils survivent à la guerre et aux missions, une compensation élevée leur est garantie. Van est enlacé par sa mère qui a maintenant les larmes aux yeux. Elle pleure pour la sécurité de son fils qui a annoncé sa décision de devenir mercenaire. Elle ne dira pas que le chemin qu'il a choisi est mauvais. Après tout, la raison pour laquelle ils peuvent manger aujourd'hui est grâce à la fortune que son mari a gagnée sur le champ de bataille. Mais comme il s'agit de son fils unique, elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter. Beaucoup d'hommes Galda décident de devenir mercenaires pour faire fortune, même s'ils savent que c'est une vie dangereuse. Il avait également choisi ce genre de vie dans sa précédente et avait rencontré Heinz. Actuellement, alors qu'il continue joyeusement la célébration, la cloche du village retentit, signalant un danger. Van réalise quelque chose et court immédiatement vers la ville, avertissant sa mère et sa sœur de ne pas y aller pour le moment. Il ignore leurs questions et fonce vers la ville. Pendant ce temps, en ville, des membres de la secte de la purification, un groupe fondamentaliste au sein de la religion principale du royaume, persécute le peuple Galda. Le groupe est considéré comme extrêmement radical et qualifié d'hérétique même par l'Église. Il voit les Galda comme des pécheurs et une impureté née des ténèbres. L'une de leurs doctrines est de considérer les Galda comme des serviteurs des démons et de les éradiquer. Il se souvient que le jour de son 15e anniversaire, la secte de la purification, qualifiée d'hérétique, s'est réfugiée dans leur région. Une région autonome de nom seulement. La sécurité y est faible, et la secte a facilement réussi à conquérir la ville et à commettre toutes sortes d'atrocités au nom de la purification. À cette époque, il ne pouvait que se cacher avec sa famille. Mais maintenant, c'est différent car il possède la compétence en arts martiaux qui est restée en lui. Il se faufile par derrière pendant que la secte continue sa purification dans la ville.
Ils arrosent les gens de flammes qui, selon eux, ont le pouvoir de purifier le péché. Pendant ce temps, alors qu'il se faufile par derrière, Van surprend un membre de la secte et frappe rapidement. Il est indétectable, et c'est l'une des compétences de base qu'un mercenaire Galda utilise contre les magiciens. Une fois que vous avez immobilisé l'ennemi dans vos bras, l'assassin doit blesser le cerveau et la colonne vertébrale. Si ces points vitaux sont ciblés en premier, les magiciens mourront certainement avant de pouvoir utiliser leur magie. Avec ça, il abat facilement le membre de la secte, provoquant le choc et le tumulte parmi les autres. Un autre membre essaie d'attaquer Van pour ce qu'il a fait. L'homme lève son épée et essaie de le poignarder, mais Van le devance et lui enfonce la lame dans la poitrine à la place. L'homme s'effondre après l'attaque. Seules les armes imprégnées de magie peuvent percer les défenses magiques. Et comme il n'a pas ce genre d'arme, il prévoit d'utiliser la leur à la place. Un autre membre de la secte tente d'utiliser la magie contre lui, mais Van est bien plus rapide. Il utilise son agilité pour frapper l'homme en premier, lui faisant lâcher son bâton. Alors que l'homme est encore vulnérable, il attaque à nouveau, finissant par vaincre son adversaire. Il tourne ensuite son attention vers les 3 membres restants et prévoit de les achever une bonne fois pour toutes. Soudain, une voix retentit, lui ordonnant de s'arrêter. Il regarde alors un autre membre de la secte et le voit traîner une femme avec lui tout en tenant une arme. Il dit à Van de s'agenouiller, sinon il tuera la femme. Van est en plein conflit et réalise qu'il y a plus de membres de la secte que ce qu'il avait prévu. Il essaie de gagner du temps et de retarder la situation, mais le membre de la secte menace à nouveau de tuer la femme. Il finit par céder et lève les 2 mains, montrant qu'il se rend. Maintenant que la voie est libre, l'homme appelle les autres membres restants pour tabasser le garçon. L'homme qui tient la femme leur dit d'arrêter de s'amuser et de tuer le garçon sur le champ. Cependant, ils ne sont pas d'accord, car Van a tué leur camarade, et il prévoit donc de le faire souffrir davantage avant de l'éliminer pour de bon. Mais l'homme les presse toujours d'en finir, car le gamin ne lui dit rien qui vaille. Comme les autres membres ne sont toujours pas d'accord, l'homme, frustré, bouscule la femme et s'avance pour tuer Van à leur place. À ce moment-là, la femme de tout à l'heure arrive et utilise la magie de glace sur le membre de la secte, le gelant sur place. Sa présence en dit long et des gardes l'escortent. Elle avertit l'homme de ne pas bouger imprudemment, car s'il se brise, elle ne saura pas comment le réparer. Elle déclare ensuite qu'elle est là sous les ordres du royaume pour poursuivre la secte de la purification et les mettre en état d'arrestation. Van est choqué car dans sa vie antérieure, les renforts de la capitale auraient dû mettre beaucoup plus de temps à arriver. La femme les enferme tous dans sa glace, les plaçant ainsi sous son contrôle. L'homme dit aux autres membres de se libérer et de tuer la femme, mais en vain. Elle ordonne ensuite aux gardes de confisquer les armes des membres de la secte. Plus tard, alors que les gardes transportent les membres de la secte gelés, la femme confronte Van. Elle trouve intéressant qu'il ait pu abattre 3 magiciens de la secte de la purification tout seul. On dirait qu'elle a quelque chose à dire sur sa capacité, mais elle choisit plutôt de le remercier. Elle désigne le magicien de flamme mort qui aurait pu réduire toute la ville en cendres s'il l'avait voulu. Au départ, elle réfléchissait à la manière de s'occuper de cet homme. Ce n'est pas qu'elle n'aurait pas pu le vaincre s'il s'était battu, mais elle préférait éviter les victimes autant que possible. Sur ce, elle admet que le fait que Van ait éliminé l'homme par une attaque surprise a été d'une grande aide et qu'ils ont ainsi évité d'avoir des victimes. En entendant cela, Van réalise que le royaume a agi plus vite parce qu'il avait vaincu le magicien de flamme. Elle lui demande ensuite ce qu'il veut comme récompense. Cependant, il décline son offre et lui dit que c'est elle qui lui a sauvé la vie. Il la remercie même pour montrer sa gratitude et sa sincérité. Impressionnée par lui, elle lui tend la main en lui demandant son nom. Van décline son nom, et la femme se présente comme étant Hélène. Elle l'invite ensuite à venir avec elle à l'Académie de magie, ce qui choque le garçon. L'Académie de magie est un internat établi par 3 nations dans le but de recruter des talents. Que la personne soit un roturier ou un étranger, on peut entrer à l'académie tant qu'on réussit l'examen d'entrée. Van a déjà entendu parler de l'académie dans sa vie antérieure. La plupart des héros et des magiciens étaient diplômés de l'académie, il est donc perplexe quant à la raison pour laquelle elle lui fait une si bonne offre. Comme il y a des gardes royaux aux alentours, Hélène lui dit qu'il devrait parler en privé et lui prend la main pour l'emmener dans un endroit plus calme. Elle lui sourit et admet que c'est sa première fois dans la région et qu'il peut donc lui faire visiter les lieux. Plus tard, ils arrivent à un lac serein où personne ne peut entendre leur conversation. Elle regarde autour d'elle et demande si personne ne saura si quelqu'un est mort dans le coin. Dans un geste surprenant, elle invoque son arc et sa flèche fait de magie de glace et les pointe sur le garçon. Il passe alors rapidement dans son dos. Elle est surprise par son mouvement agile, surtout quand elle découvre qu'il n'a pas utilisé la magie, mais seulement sa pure technique physique. Il a réussi à briser sa ligne de mire et à se placer dans son angle mort. Il lui saisit la main mais finit par la lâcher, réalisant qu'elle ne fait que le tester car il n'a senti aucune intention meurtrière. Elle rit à sa déclaration, impressionnée qu'il semble avoir beaucoup d'expérience alors qu'il est encore si jeune. Elle admet qu'elle aime tester les choses, et maintenant qu'elle a confirmé qu'il a le pouvoir de combattre les magiciens avec la seule technique physique, elle a cette pensée soudaine qu'il pourrait être capable de changer la situation actuelle des Galdas s'il venait à l'académie. Il s'arrête un moment et réalise qu'elle parle du titre de chevalier.
Elle le confirme et déclare qu'elle est convaincue qu'il peut être éligible au titre de chevalier de l'Académie. L'honneur de chevalier est un système qui récompense les étudiants qui obtiennent des résultats exceptionnels pendant leurs études à l'Académie. Les récipiendaires du titre de chevalier, quel que soit leur statut social d'origine, obtenaient le droit d'établir une nouvelle maison noble dans le royaume. Le territoire accordé lors de l'adoubement est généralement une terre liée au récipiendaire, ce qui signifie que Van pourrait même se voir accorder la ville de Galda s'il obtient le titre. Cela n'avait jamais été une option pour lui auparavant. Contrairement à son ancien lui, il n'a pas encore dépassé l'âge requis pour passer l'examen d'entrée. Cependant, il a 3 questions. Premièrement, l'examen requiert une recommandation d'un noble du royaume. Avant même qu'il ait fini de parler, Hélène se porte immédiatement volontaire pour lui en écrire une. Deuxièmement, il demande s'il peut toujours recevoir le titre de chevalier même s'il n'a pas de magie, car un tel cas ne s'est jamais produit auparavant. Bien que cela soit vrai, ceux qui ont obtenu le titre de chevalier par le passé avaient tous quelque chose en commun. Ils ont transcendé la tradition et atteint un nouveau principe de magie. De la découverte de la médecine magique au percé dans la recherche sur les cercles magiques, utiliser la magie n'est pas la seule voie. Après tout, maîtriser des magiciens sans compter sur le pouvoir magique est aussi considéré comme un grand accomplissement, et sa capacité unique correspond certainement à cette idée. S'il peut faire reconnaître son talent par tout le monde, il pourrait devenir la première personne de Galda à obtenir le titre de chevalier. Enfin, Van a demandé à la jeune femme quel était son but dans tout ça. Pourquoi se donner la peine de l'aider? Il sait qu'elle ne fait pas ça simplement parce qu'elle veut qu'il réussisse. Elle lui sourit et lui demande si elle n'est pas assez digne de confiance à ses yeux. Il admet qu'elle a l'air de quelqu'un qui veut tout contrôler. Il veut connaître ses véritables intentions et pourquoi elle le pousse à devenir le seigneur de Galda. Elle s'arrête un moment, puis refuse de lui dire la vraie raison pour laquelle elle l'aide. Un silence s'installe entre eux. À ce moment-là, Lena arrive et lui demande ce qu'il fait au bord du lac. Van est choqué par la présence de sa sœur qui a entendu dire qu'il s'était battu contre la secte en ville plus tôt. Voyant son visage inquiet, il lui assure que tout va bien. Alors que des larmes sont sur le point de couler de ses yeux, elle serre fort son frère dans ses bras et enfouit son visage dans sa poitrine. Elle déclare qu'elle et leur mère sont toutes inquiètes pour lui. Hélène lui dit qu'il n'a pas besoin de lui faire confiance pour l'instant, mais que s'il accepte le titre de chevalier, il aura l'avantage de pouvoir protéger sa mère et sa sœur, en plus de l'honneur qu'il peut apporter à leur village. Après sa discussion avec Hélène, sa mère le confronte au sujet de son combat contre les purificateurs. Elle a l'air à la fois choquée et effrayée pour sa sécurité. Cependant, quand elle entend que les gens le remerciaient d'avoir sauvé la ville, elle ne ressent que de la fierté en pensant qu'il est vraiment le fils de son père. Elle le félicite pour avoir fait le bien et aidé les gens. Il parle ensuite aussi de l'académie, et les 2 femmes sont choquées d'apprendre qu'il veut étudier dans une école de la capitale. Il explique que même quelqu'un comme lui, de Galda, peut s'inscrire et leur parle de la récompense qu'il peut obtenir une fois qu'il aura la recommandation d'une noble comme Hélène. Il leur annonce alors sa décision d'entrer à l'académie. Elles sont très choquées en apprenant sa décision, sachant que l'école est réservée à ceux qui ont de la magie. Il précise qu'il sera tout de même reconnu à l'intérieur de l'école et veut que leur race ne se sente plus inférieure aux utilisateurs de magie. Il réfléchit pendant des jours à la bonne réponse à son dilemme. Dans cette vie, ça n'aurait pas de sens d'être à nouveau un assassin, car c'est seulement arrivé quand il a fait équipe avec Ins. Mais dans cette vie, il ne fera certainement pas équipe avec lui. Mais il réalise aussi qu'il ne peut pas affronter le royaume seul, sans un plan. Il ne connaît pas encore les véritables intentions des Hélènes, mais s'il accepte son offre, cela pourrait vraiment l'aider à prendre un chemin différent de celui de sa vie antérieure. Comme il est déjà mort une fois, il a maintenant plus de courage pour prendre des risques. Des risques? S'il y a ne serait-ce qu'une lueur d'espoir, il la saisira. Le visage déterminé, il dit à sa famille qu'il effacera définitivement la discrimination contre leur race. Pendant un instant, sa mère entrevoit son père en lui. Voyant qu'ils ont tous les 2 la même détermination, elle sait qu'elle ne peut pas l'arrêter. Une petite larme coule de ses yeux alors qu'elle déclare que l'entêtement est de famille et qu'elle sait qu'il fera ce qui est juste et ne doute pas de lui. Il remercie sa mère de soutenir sa décision, mais elle devient sérieuse et lui demande s'il a déjà réfléchi à la manière dont il paiera les frais de scolarité. Il panique en réalisant qu'il a complètement oublié cette partie de la scolarité. Elle soupire profondément et déclare qu'elle trouvera un moyen de subvenir à ses besoins à l'école. En entendant cela, Lena se porte volontaire pour travailler aussi afin de donner de l'argent à son frère pour l'école. Il les empêche de penser à travailler pour lui et commence à s'inquiéter de sa situation, réalisant qu'il n'y a aucun travail bien payé qu'il pourrait trouver à Galda. Cependant, bientôt, le problème d'argent est résolu quand Hélène lui donne la prime qu'il a obtenue en battant la secte de la purification. Donc maintenant, l'argent n'est plus un problème pour qu'il s'inscrive à l'académie de magie. Les semaines passent et Van est maintenant prêt à vivre sa nouvelle vie en ville. Sa mère lui rappelle qu'il rencontrera des gens qui se moqueront de lui parce qu'il est un Galda, mais il doit endurer sans se sentir inférieur. Elle veut qu'il vive avec dignité, car il est sa fierté et sa joie. Van promet de faire de son mieux. Lena intervient et dit à son frère que quand il reviendra, elle s'assurera de lui préparer sa soupe aux champignons préférée.
Il ébouriffe les cheveux de sa sœur en disant qu'il sera bientôt de retour. Il fait ses adieux à sa famille, pensant que cette fois, il tiendra définitivement sa promesse. Plus tard, il arrive enfin à la prestigieuse Académie de magie. Beaucoup de jeunes candidats arrivent à l'académie, comme Van. Un jeune homme s'approche du garde à l'entrée et se présente comme un noble de la famille Hohenbur, recommandé par son père. Le garde s'incline devant le jeune homme et l'autorise à entrer. Une autre candidate avec une recommandation s'approche également du garde, qui s'incline aussi devant elle et l'autorise à entrer. Puis, c'est au tour de Van de s'avancer vers le garde. Il est choqué de se faire hurler dessus par le garde pour s'être approché de l'académie. Les badauds voient ses yeux rouges et le jugent instantanément comme immonde parce qu'il est un galda. Van dit au garde qu'il n'a rien fait de mal et qu'il veut juste passer l'examen. Le garde lui dit qu'il ne sait pas où il se trouve. Van rétorque que n'importe qui peut passer l'examen, quel que soit son statut. Le garde pointe sa lance sur lui et lui dit qu'il ne reste pas à sa place. Malgré une lame pointée sur son cou, Van est plus agacé qu'effrayé. Il regarde tous les témoins et comprend qu'il ne pourra pas passer l'examen s'il cause le moindre trouble. Un autre garde plus âgé intervient pour dire à l'autre qu'il ne peut pas user de violence devant les candidats à l'examen. Van se sent soulagé que quelqu'un de raisonnable soit apparu. Malheureusement pour Van, le garde plus âgé le traite d'illuminé pour avoir même essayé de passer un examen. Le garde plus âgé lui dit que bien que l'académie ne fasse pas de discrimination basée sur le statut des étudiants, l'examen requiert toujours une recommandation d'un noble du royaume. Van montre la lettre de recommandation au garde. Le vieux garde regarde de plus près et voit qu'elle porte même le sceau d'un noble du royaume. L'autre garde l'accuse de contrefaçon et essaie de lui prendre la lettre. Ne voulant pas qu'il la prenne, Van le plaque au sol. Le garde plus âgé demande pourquoi l'autre est soudainement tombé, car ni lui ni les autres n'ont vu l'attaque. L'un des examinateurs, Klaus, apparaît pour demander ce qui se passe. Il impose un tel respect que les gardes s'agenouillent devant lui. Les gardes parlent de Van à Klaus, alors l'instructeur demande qui il est. Van se présente et lui dit qu'il a été recommandé par Hélène Steinhardt. La simple mention du nom d'Hélène choque tout le monde. Klaus lit attentivement la lettre de recommandation. Il détermine qu'elle provient légitimement de la famille Steinhardt. Klaus s'excuse pour la façon dont les gardes l'ont traité et l'autorise à entrer. Tout le monde chuchote, choqué et intrigué qu'un membre de la famille Steinhardt ait recommandé un galda. À l'intérieur du campus, Van voit que les autres candidats sont des gens de l'élite. Il reconnaît un garçon comme étant le futur maître épéiste, Dat. Il regarde d'autres candidats et les reconnaît comme de futurs utilisateurs de magie d'élite. Il se souvient comment ils sont devenus des héros du royaume pendant que lui restait dans l'ombre. Il se rappelle comment ils sont devenus de simples laquais du deuxième prince à cause de la lutte pour la succession royale. La nuit où il les a tués est encore claire dans l'esprit de Van. Il voit maintenant qu'il doit rivaliser avec les gens sous les feux de la rampe dans sa prochaine vie. Il est convaincu que s'il peut rivaliser avec les vedettes, alors il pourrait être capable de changer le royaume. L'un des candidats, nommé Falk, s'approche de Van et lui dit qu'il n'a pas le droit de se tenir si calmement dans l'académie. Van répond que rester là n'est pas un crime. Le simple fait de dire cela insulte Falk, qui poursuit en disant qu'un galda comme lui n'a pas le droit d'être à l'académie. Van pense qu'il serait très facile de simplement baisser la tête pour éviter les ennuis. Il se souvient cependant que sa mère lui a dit de ne pas se sentir inférieur face aux gens. Il se souvient aussi de sa vie antérieure, quand Ins lui a dit de ne jamais baisser la tête s'il voulait que le jour de l'égalité arrive. Falk se sent insulté que Van ne semble pas l'écouter et le soulève dans les airs comme un enfant. Van l'avertit que c'est lui qui l'a frappé en premier. Van saisit les poignets de Falk, faisant tomber la brute à genoux. Van explique qu'il utilise la propre force de son adversaire contre lui pour manipuler son mouvement et que c'est la même technique qu'il a utilisée sur le garde plus tôt. Les badauds voient Falk tomber à genoux. Pour ajouter à l'humiliation, Van sourit et lui propose de l'aider à se relever. Falk repousse sa main tendue d'une claque puis active un cercle magique pour se préparer à attaquer Van. Une voix autoritaire se fait soudain entendre, ordonnant à Falk de s'arrêter. Il s'agit de Ins, qui agit comme un ange conseillant à Falk de ne pas s'opposer aux gens simplement parce qu'ils sont des galdas, car il devrait toujours aspirer à la paix. Falk s'incline devant Ins et s'excuse pour son comportement. Ins lui dit qu'il n'a pas besoin d'être si formel et lui demande de le traiter comme n'importe quel autre candidat à l'examen. Van est choqué de voir Ins dans son état plus jeune. Les candidats reconnaissent Ins comme le 9e prince, et ils sont impressionnés par son humilité à passer l'examen comme tout le monde, ainsi que par sa tolérance envers un galda. Van se souvient maintenant que Ins lui a dit une fois qu'il avait fréquenté l'académie. Ins voit Van et lui tend la main en signe d'amitié, en tant que camarade candidat à l'examen. Van pense à quel point son sourire est accueillant. Il ne peut plus le regarder de la même manière, car il connaît maintenant la véritable sombre figure qui se cache derrière. Van aimerait le tuer sur le champ, mais il essaie de contrôler sa rage et de se concentrer sur la raison pour laquelle il est venu à l'académie en premier lieu. Il tourne le dos à Ins et dit au prince qu'il n'est pas venu à l'académie pour devenir son ami. Ins, stupéfait, abaisse sa main. Les badauds pensent que Van agit grossièrement et ne sont pas surpris, compte tenu de leur perception des galdas. Falk est l'un des badauds qui grince des dents en regardant Van.
Klaus apparaît pour dire aux candidats que les inscriptions sont maintenant closes. Il dit qu'il les guidera vers le lieu de l'examen, connu sous le nom de Forêt des Ombres. Ils se rendent à la lisière de la Forêt des Ombres. L'autre examinateur, nommé Bren, les informe que la forêt servira de lieu pour l'examen d'entrée. Il poursuit en disant que l'environnement mettra à l'épreuve le pouvoir de chaque candidat. Il explique que la Forêt des Ombres abrite une grande énergie magique et que leur tâche est de cueillir et de rapporter la fleur imprégnée de magie appelée les larmes du ciel. Il les avertit qu'il y a de nombreuses bêtes maniant un pouvoir magique redoutable. Ensuite, Bren les avertit que l'interférence entre candidats n'est pas autorisée, mais qu'ils peuvent coopérer et former des groupes, à la condition que chaque membre du groupe rapporte une larme du ciel. Il leur dit que la limite de temps est jusqu'au coucher du soleil. Klaus les informe du badge de gardien qu'ils doivent porter avant d'entrer dans la forêt et qu'ils peuvent l'écraser s'ils sont en danger, afin qu'un examinateur vienne immédiatement à leur secours. Klaus prévient que demander de l'aide signifie également une disqualification immédiate. Les examinateurs annoncèrent le début de l'examen. Plusieurs candidats se rapprochent les uns des autres pour trouver leur coéquipier. Van constate qu'il est le seul à être seul, car personne ne veut faire équipe avec lui. Cependant, il s'en fiche, car il pense qu'il est plus facile de travailler seul. Van s'approche de Bren et lui demande son badge de gardien. L'examinateur le regarde avec dédain mais le lui tend quand même. Alors que Van entre dans la forêt, Falk le regarde. À l'intérieur de la forêt, Van fait immédiatement face à un démon-bête ours vert. Il sait que les démons-bêtes sont des animaux dotés d'un grand pouvoir magique qui peuvent être plus problématiques que les humains dans de nombreux cas. L'ours fonce droit sur lui. Van le frappe d'un coup de poing en pleine poitrine. Il appelle son attaque le coup écrasant et explique qu'elle utilise des ondes de force générées par le coup pour pénétrer les défenses de surface et causer des dommages internes. L'ours écume de la bouche puis tombe au sol. Van regarde derrière lui, sachant que des gens le suivent. Les deux qui le suivaient se cachèrent instantanément derrière un grand arbre. Cela agace Van qu'ils dissimulent à peine leur présence. Derrière l'arbre se trouve Falk, qui pense que Van a utilisé du poison pour abattre l'ours et le juge pour avoir utilisé une sale ruse de Galda. Son partenaire, Alex, lui demande s'il va vraiment l'attaquer alors que les règles stipulent qu'ils ne peuvent pas interférer avec les autres candidats. Falk dit qu'il est certain qu'ils n'auront pas de problème, car il est sûr que les examinateurs n'ont aucune intention de laisser un Galda réussir l'épreuve, surtout un qui a été impoli avec le prince. Il sourit à l'idée de tuer Van sans conséquence. Pendant ce temps, l'examinateur Bren se trouve dans un immense donjon, guidé par un garde à travers ses couloirs. Il s'arrête devant une porte de prison en fer, et Bren demande au garde de lui donner la clé. Bren assure aux gardes qu'ils n'ont pas à craindre la bête à l'intérieur de la prison, car il la contrôle par la magie. Bren révèle que la bête ne ciblera que Van. Il dit que ce serait préjudiciable à l'honneur de l'académie si un Galda comme lui réussissait. Il partage son plan pour faire croire que Van est mort pendant l'examen d'un accident naturel. Le garde demande ce qui se passera si d'autres candidats sont également blessés. Bren l'assure qu'aucun autre candidat ne ferait équipe avec Van parce qu'il est un Galda, donc personne d'autre ne sera blessé. Bren ouvre la porte avec une clé. Alors que la porte s'ouvre, il ordonne à la bête à l'intérieur d'éliminer l'immonde Galda pour la fierté de l'académie. Dans l'ombre se trouvent les yeux luisants de la bête. Klaus est à l'entrée de la forêt et regarde le ciel, sentant qu'un danger approche quelque part. Bren retourne dans la forêt, alors Klaus lui demande où il est allé. Bren lui dit qu'il se préparait juste pour la prochaine partie de l'examen. Son sourire rend Klaus suspicieux, pensant qu'il a fait quelque chose de mal. Pendant ce temps, Van a trouvé un bouquet de fleurs des larmes du ciel. Il pense qu'il réussira s'il revient avec une de ces fleurs. Il regarde derrière lui et dit à ses harceleurs de sortir. Falk et Alex se montrent. Falk est impressionné que Van ait réussi à les remarquer et l'insulte en comparant le nez d'un Galda à celui d'un chien. Van réplique en disant qu'il a l'expérience des lâches qui attaquent depuis l'ombre. Il remarque l'ironie de ses propos, lui qui était un assassin qui frappait par derrière. Falk prétend qu'ils viennent pour lui afin de prouver que les Galdas comme lui sont inaptes à l'académie. Van lui dit qu'il se cherche des excuses et qu'il veut juste se venger parce qu'il l'a embarrassé devant tout le monde auparavant. Van affirme qu'il va lui faire ravaler sa petite fierté à coups de poing. Cela met en colère Falk qui, avec Alex, se prépare au combat. Van peut dire que Falk est un mage lanceur de sorts, tandis que Alex est un épéiste sorcier. Il se remémore que les trois types de combats magiques sont la projection de sorts en tant que mage, la canalisation du pouvoir magique dans les armes en tant qu'épéiste sorcier, et la contention de la magie dans le corps pour améliorer les capacités physiques en tant qu'artiste martial magique. Van regarde attentivement le visage de Falk et peut dire à sa nervosité qu'il n'a encore aucune expérience du meurtre. Il félicite la brute d'avoir au moins le cran d'essayer de tuer. Van pense qu'il ne peut pas les tuer, car la mort d'un enfant noble signifie que leur maison mobilisera tout pour trouver le coupable et se venger de sa famille. De plus, Van décide qu'il vivra cette fois-ci une vie au grand jour. Il décide qu'il ne les tuera pas, mais qu'il les forcera à admettre leur défaite en brisant leur esprit. Plus Falk regarde les yeux rouges de Van, plus il le déteste. Il invoque une puissante lame de vent en direction de Van. Van esquive, mais elle lui entaille légèrement le bras gauche. Falk le félicite pour son esquive mais le prévient qu'il aura du mal,
car quelqu'un sans magie comme lui ne peut pas voir l'attaque venir. Il offre sa pitié si Van s'agenouille et implore son pardon. Van répond que ce n'était qu'une douce brise pour lui. Cela met Falk encore plus en colère, qui invoque sa prochaine attaque de vent. Van l'esquive facilement. Falk ne comprend pas comment il peut voir son attaque. Mais en réalité, c'est son intention meurtrière qui transparaissait de partout. Un coup de poing s'enfonce dans son ventre, assez fort pour lui couper le souffle en un instant. Voyant cela, Ralph se prépare également à combattre et enrobe sa lame de lumière. Il bondit pour frapper. Mais même à cette distance, ce n'est de toute évidence qu'une simple magie d'enchantement. Si l'épée n'est pas touchée, ce n'est qu'une arme ordinaire. Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air et la vitesse maximale d'une épée atteint 3 fois celle d'un coup de poing. Cependant, le jeu de jambes foudroyant de Van était plus que suffisant pour lui permettre de prendre le contrôle du poignet de son adversaire au lieu de sa lame. En un clin d'œil, il passa dans le dos de Ralph, son bras toujours dans sa main, et lui asséna un coup sec à l'articulation. Les deux garçons étaient au sol, battus avant même d'avoir pu faire quoi que ce soit. L'ancien assassin demande s'ils veulent continuer, mais prévient qu'il ne se retiendra plus s'ils le font. Son regard mortel montre clairement qu'il est sérieux, alors Falk s'excuse de toute urgence et demande pitié. Cependant, ses cris sont interrompus lorsque Van se tourne brusquement dans l'autre direction. Les deux étaient confus, mais il sentit le danger et était sûr que quelque chose n'allait pas. Réalisant ce que c'était, il dit d'urgence au garçon plus faible de s'enfuir d'ici immédiatement. Une présence massive s'approcha d'eux, laissant une traînée d'arbres abattus derrière elle. Il était trop tard. Il ne pouvait que regarder, choqué, et s'envoler alors qu'il chargeait avec ses énormes cornes. Même Van fut pris au dépourvu par l'ennemi inattendu, mais le sanglier infernal, une bête démoniaque, s'apprêtait à frapper à nouveau. Il n'y avait aucune raison pour qu'une bête de si haut rang se trouve dans cette forêt. Il se mit à gratter le sol, signifiant que la prochaine charge était imminente. La bête est aussi appelée le Croc-Maudit, et sa charge est réputée aussi puissante que la magie de siège. Comprenant la situation en un instant, Van dit aux deux de partir d'ici immédiatement s'ils peuvent encore bouger. Ralph était hébété, mais Falk dit que c'est inutile maintenant. La charge précédente lui a détruit la cheville, et l'enflure indique une fracture majeure. Se tenir debout était tout ce qu'il pouvait faire. Le porteur les ralentirait trop et, face au sanglier infernal, cela signerait leur arrêt de mort. De plus, l'ennemi a l'habitude de poursuivre sans relâche une fois qu'il a marqué sa proie. Il y a toujours le badge pour appeler à l'aide, mais combien de temps mettraient les secours à arriver? Falk dit à son ami de le laisser et de s'enfuir seul. Jouant les vaillants, il dit qu'il devrait pouvoir gérer quelque chose comme ça tout seul. On dirait que Ralph était sur le point de le faire, mais il tapote étonnamment son camarade avec un sourire, disant que ce serait une honte de l'abandonner. Pendant que les deux prouvaient leur lien, Van les regarda attentivement et leur dit de briser le badge pendant qu'ils gagnent du temps pour l'arrivée des secours. Cependant, échouer à l'examen de cette manière déshonorerait également leur maison noble. Plutôt que de salir le nom de leur famille, ils préféreraient mourir en essayant de combattre la bête démoniaque. La scène semble héroïque, ce n'était rien de plus qu'un casse-tête pour Van. Il les accuse de n'être motivés que par une fierté mal placée. S'ils doivent se battre, autant qu'ils se battent pour gagner avec la fierté des nobles du royaume. L'arrogance du Galda les irrite. Malheureusement, il n'y avait pas le temps de se disputer car la bête chargeait à nouveau. Bren lève les yeux avec délectation et dit qu'il était temps. Surprenant la conversation, Klaus lui demande de quoi il parle. Il dit qu'il pense juste à voix haute et demande si quelqu'un a appelé à l'aide avec le badge. Apprenant qu'aucun candidat ne l'a utilisé jusqu'à présent, il sourit avec une satisfaction sournoise, croyant que le garçon n'a même pas eu le temps de l'utiliser. Les affaires des candidats à l'examen ont été collectées avant le début, et Klaus a récupéré un sac particulier dans ce tas. À l'insu des autres, il avait fait mémoriser l'odeur au sanglier infernal et en avait fait une cible. Compte tenu de sa force, le travail doit déjà être terminé et il ne reste plus qu'à attendre des nouvelles. Le surveillant maléfique ricana tout seul. De retour dans la forêt, le sanglier grogna et gratta de nouveau le sol. Comme prévu, il chargea ses ennemis de toute sa puissance. Van a l'intention de l'arrêter pour créer une ouverture, pendant que les autres le frappent avec leurs plus puissantes attaques. Falk se plaint que le Galda leur donne des ordres, mais il n'y a pas le temps de discuter car la bête allait tous les tuer. Le jeune homme réagit et s'avança pour l'intercepter avant qu'il ne prenne assez d'élan. Bandant sa main, il utilise une frappe écrasante et la plante sur la tête du monstre. La force envoie des ondes de choc dans toute la zone, laissant les candidats bouche bée d'admiration. C'est une technique qui cible le point d'origine du mouvement d'attaque d'un ennemi. Quand une créature à 4 pattes frappe, la première chose qui bouge est sa tête, tout comme le sanglier. Malgré avoir touché ce point, le sanglier cesse de contenter de rugir, annulant complètement les dégâts. La force actuelle de Van est trop faible en raison de la perte de masse musculaire et de poids corporel due à sa régression. Il fait signe à ses pairs qui attendaient derrière. Falk, malgré sa fierté, obéit et déchaîne son vent lacérant sur le corps massif de l'ennemi. Pendant ce temps, Ralph frappa également, sautant très haut pour abattre sa lame améliorée sur lui. Comme pour les autres, son arme rebondit simplement sur la fourrure épaisse qui a rendu toutes leurs attaques inutiles.
Au lieu d'être blessé, le sanglier semble avoir été encore plus enragé. Van ordonne à tout le monde de se baisser, et ils sèment sorte de justesse alors que l'ennemi laboure la forêt et les envoie voler. Ça fait mal, c'est sûr, mais au moins ils étaient encore en vie. Falk l'a légèrement dévié avec son vent, mais il n'y aura sûrement pas de prochaine fois. Ralph se demande si c'est la fin pour eux, car son épée n'a même pas réussi à le transpercer. Cependant, Van refusa d'abandonner et dit simplement qu'il allait recommencer une fois de plus. Il ne croyait pas son assurance, mais il leur assura simplement qu'il allait en finir pour de bon. Falk proteste contre cette idée et répète qu'aucune de leurs attaques n'a fonctionné, même de loin. On lui dit alors de mélanger des rochers à son vent pour augmenter sa puissance destructrice. D'un autre côté, les autres conseillèrent d'enfoncer un seul point de sa lame à travers les côtes de la bête. Ils se demandaient ce qu'ils faisaient. Van devrait comprendre qu'ils ne peuvent pas gagner et qu'il peut s'échapper en utilisant les blessés comme appât. Considérant comment ils ont essayé de le tuer à l'instant, il ne devrait avoir aucune raison de se retenir. Heureusement pour eux, il n'est pas intéressé par une vengeance mesquine. Son objectif est que sa famille et toute la population Galda soient reconnus comme faisant partie du royaume. Cela dit, il ne peut pas abandonner des camarades du même pays. Ils sont frappés par la vaillance et l'héroïsme de ses paroles, et ne peuvent s'empêcher de repenser au moment pathétique où ils ont essayé d'opprimer le jeune homme. Falk serra les dents de pur regret. Ne se souciant pas du moment d'émotion, le sanglier infernal chargea à nouveau sur eux, et Van fit signe à tout le monde de tirer. Suivant le signal, Falk lança sa capacité et déchaîna un énorme torrent de vent, y mêlant poussière et débris. La rafale sombre infusée de sable et de gravier assaillit la bête démoniaque et réussit à lui bloquer la vue. Maintenant, Van était libre de sauter vers la cible en toute sécurité. Il vise la fourrure épaisse sur son dos et s'agrippe fermement. Les omoplates des quadrupèdes diffèrent de celles des humains car elles ne sont pas directement connectées à la colonne vertébrale. Cela crée une amplitude de mouvement flexible pour les pattes avant, mais affaiblit leur stabilité contre une force inattendue. Utilisant la technique d'harmonie de la projection en rotation, il retourne la bête et la plaque au sol. Le mouvement inattendu l'étourdit un instant, créant l'ouverture parfaite pour frapper à la base de sa patte avant où se trouve le cœur. Ralph leva sa lame améliorée au-dessus de la cible, mais la vue des yeux du sanglier le fit hésiter. Se convainquant et serrant les dents, il enfonce la lame avec un grand cri de guerre. On dirait qu'ils ont vraiment gagné contre lui, mais Van sait qu'il ne faut pas le croire tout de suite. Bien que la lame ait transpercé sa chair, elle a manqué le cœur épais et battant de la cible. Battant plus fort, le sanglier infernal déchaîna son rugissement destructeur, envoyant des ondes de choc démentiel à travers la forêt. Seuls quelques-uns possèdent cette capacité spéciale qui libère un rugissement infusé de magie qui renverse tout autour de lui. Les jeunes candidats furent projetés contre les arbres déracinés, et c'était comme si le rugissement avait aussi ravagé leurs entrailles. Ralph ne pouvait même plus bouger et était proche de la mort avec des organes internes rompus. Pour aggraver les choses, la bête se tenait au-dessus de lui, le considérant comme la première victime. Il savait qu'il allait mourir. Juste à ce moment-là, Van apparut entre eux, arrêtant le sanglier en maintenant ses défenses en place. Utilisant la technique d'harmonie, spirale, il ne prend pas la force de front mais la disperse dans le sol avec un mouvement circulaire. Le sanglier tint bon, enragé, et refusa de laisser le garçon rediriger la moindre parcelle de son énergie. Van envisage d'utiliser son dernier recours. Il ne sait pas combien de temps son corps affaibli peut tenir, mais c'est mieux que de mourir là. De nouveau, il dit aux autres de courir pour sauver leur vie. Il commence enfin à obéir et à détaler pendant que la bête pèse de tout son poids sur le corps chétif du jeune homme. Au lieu de pousser vers le bas, elle relève la tête d'un coup et envoie son ennemi voler et s'écraser contre un arbre. Les autres s'inquiètent et essaient de se précipiter vers lui, mais on leur dit de ne pas s'approcher. Avec des pattes renforcées, le sanglier infernal enragé chargea le jeune homme immobile. Alors que Falk courait vers lui, Van serra les dents, forcé de prendre une décision. Commençant une incantation, une énergie sombre s'échappa de son corps alors qu'une présence démoniaque était libérée. Cependant, quelque chose frappa le sanglier avant que les choses ne dégénèrent complètement. Il fut projeté sur le côté, sauvant la cible juste à temps. Il reconnaît la magie et, comme prévu, Heinz était là, disant que c'était juste. Les deux autres sont choqués de trouver le prince là et essaient de toute urgence de le faire sortir de cet endroit dangereux. Malheureusement, sa fierté et son sens du devoir en tant que prince insistent sur le fait qu'il doit protéger les membres du royaume. Ils ont des sentiments partagés sur sa présence mais sont émerveillés par ses principes. D'un autre côté, Van a vu cela des millions de fois et sait comment Heinz capture le cœur des gens avec des mots pour les envoyer à la mort. Appelant tout le monde, le prince encourage chacun à unir ses forces, mais l'ancien assassin rejette catégoriquement sa proposition. Les autres sont stupéfaits, ne s'attendant pas à une telle effronterie envers un membre de la royauté, même de sa part. Répétant son refus, Van souligne que son pouvoir n'est pas nécessaire dans cette bataille. Les deux autres lui disent de montrer un peu de respect au prince, ajoutant qu'il l'a sauvé plus tôt. Au contraire, le Galda croit qu'il l'aurait déjà vaincu s'il n'était pas intervenu. Son arrogance était plus étonnante que jamais. Au lieu d'être offensé, Heinz demande simplement s'ils n'ont vraiment pas besoin de son aide. Déterminé à le prouver,
Van s'approche du sanglier qui cesse de relever et lui dit de se taire et de regarder, comme la royauté le fait toujours. La bête courut de nouveau vers eux, et tandis qu'ils tenaient tous bon avec confiance, les deux garçons hésitèrent, espérant porter au moins un coup. Avec sang-froid, Van leur dit de ne pas se précipiter, car mourir maintenant serait un gaspillage de leur vie. Il ne leur restait qu'une seule chance, mais cela devrait être plus que suffisant. On leur dit d'attendre son signal, les deux hochent la tête en signe d'affirmation et se préparent docilement. Pendant ce temps, Ins observait en silence. Il était enfin temps de régler les choses une fois pour toutes, alors Van chargea pour rencontrer la bête à mi-chemin. Bien qu'il ait paniqué la dernière fois, il sait maintenant qu'il peut gagner sans utiliser cette technique. Le sanglier infernal frappa mais n'était pas aussi agressif cette fois. Ayant déjà échoué 3 fois, il jugea le groupe humain comme un ennemi redoutable et attaquait maintenant avec beaucoup plus de prudence. Cette fois, il déchaîna une charge en crochet, que le garçon esquiva facilement. Il peut à peine le gérer avec la plus petite ouverture. Le jeu du chat et de la souris continua, laissant les autres regarder le Galda esquiver habilement les défenses de l'énorme ennemi. Il est difficile de croire à quelle vitesse il se déplaçait bien qu'il n'ait aucun pouvoir magique. En voyant ses mouvements pour la première fois, Ins savait qu'il n'était pas seulement rapide. En manipulant son centre de gravité, il a éliminé tous les mouvements préparatoires. Comme c'est une technique utilisée uniquement par des artistes martiaux de haut rang, le prince se demande qui il est. En plus de ses esquives continues, Van contre-attaquait aussi de temps en temps, accumulant des dégâts, aussi minimes qu'ils puissent paraître. C'est un assaut féroce comparable à des flammes déchaînées, mais les coups sans magie ne sont rien de plus qu'une douce caresse pour la bête démoniaque. Elle rugit de pure frustration, seul effet de ses coups incessants. Cependant, c'était exactement ce que l'assassin avait prévu. Le but est de l'irriter suffisamment pour provoquer une certaine attaque. Finalement, elle arrive. Le Hesboar ouvrit grand la gueule pour prendre de l'air en préparation de son rugissement destructeur, comme il l'avait vu il y a un instant. Il interpelle alors l'utilisateur du vent qui lance son vent lacérant dans la gueule ouverte de l'ennemi. Infusé de sable, il déchire le système respiratoire vulnérable de la bête, la forçant à se retourner de douleur et d'étouffement. Comme c'est encore loin d'être suffisant, Van enchaîne en comblant l'écart et en utilisant ses deux mains pour asséner un coup écrasant. Il frappe le sanglier en plein sur son crâne épais. Les ondes de choc provenant de la gauche et de la droite convergent en un seul point à l'intérieur du crâne. C'est comme deux ondulations qui fusionnent pour former une vague plus grande. Cette fois, l'attaque est assez réussie pour faire écumer le sanglier et relâcher ses défenses magiques. C'était enfin l'heure du coup de grâce, alors Ralph leva sa lame, concentrant toute l'amélioration sur le tranchant. Avec un grand cri, il abattit son arme et coupa étonnamment la bête en deux. C'était incroyable, mais les 3 enfants avaient réellement réussi à vaincre la bête démoniaque. Il voit alors Van frotter le sol avec ses pieds et lui demande ce qu'il fait. Les yeux de Ins s'écarquillent en voyant cela, mais le jeune homme ignore la question et tend simplement la main à Ralph, le félicitant pour son bon travail. Il accepte l'aide, disant qu'il va bien et partageant qu'il pensait que ses organes étaient endommagés. Le rugissement est infusé de magie pour brouiller les canaux auditifs, mais se couvrir les oreilles devrait annuler ses effets. C'est une chose à retenir, même si aucun d'eux ne veut vraiment combattre à nouveau ce sanglier. Cela dit, la bête n'était pas le véritable objectif de l'examen. Van halta d'horreur, réalisant que la bataille avait détruit la plupart des fleurs par la suite. Il n'en reste que 2 en bon état. Comme on les avait prévenus, former de grands groupes entraînerait des complications. C'était une fin terrible, d'autant plus qu'ils n'avaient plus le temps d'en chercher d'autres. Les 2 garçons se regardèrent avec compréhension. Ils prennent les fleurs et entendent naturellement une à son Altesse royale. La donner à quelqu'un qui n'a fait que regarder semble être de la lèche, mais c'est quelque chose qu'un vassal doit faire. À la surprise de Van, ils lui tendent l'autre fleur, à lui, un Galda détesté. Falk fait comme si de rien n'était, disant qu'il ne veut tout simplement pas avoir l'impression de lui devoir quoi que ce soit. Se rappelant le moment précédent, il dit que son nom n'est pas seulement utilisateur du vent et se présente correctement. Ralph fait de même et lui dit de se souvenir d'eux. C'est la première fois qu'il fait l'expérience d'une telle gentillesse de la part de ses pairs, mais Van tendit la main avec un sourire. Cela dit, ils ne se reverront de toute façon jamais s'il échoue à l'examen. La voix de Ins les réconforte, disant que ce n'est pas la peine. Il voit le prince agenouillé au-dessus des fleurs tomber avec un toucher délicat. Souriant, il les infuse de sa magie et les ramène à la vie. Les yeux pétillent en assistant au pouvoir incroyable de la magie de la lumière. Recevant les fleurs qui semblaient avoir éclos après s'être prélassées au soleil, les garçons remercient le prince bienveillant. La scène était étrangement familière pour Van. Et voilà, la cruauté et le charisme du prince traître ont trompé un autre groupe de partisans. Néanmoins, le coucher du soleil approchait, il était donc temps de retourner à la base des examens. Ne se souciant pas du manque de respect flagrant, Ins l'interpelle et note comment il a couvert ses empreintes de terre plus tôt. Van se demande de quoi il s'agit, on lui explique alors que c'est une règle de l'étiquette des assassins de cacher les traces de leur propre technique. Se basant sur les arts martiaux qu'il a utilisés et l'habitude bien ancrée dont il a fait preuve, le prince demande si le garçon n'est pas par hasard un assassin. La question glace l'atmosphère. Ins a beaucoup d'ennemis.
Le roi a renforcé son règne en prenant pour reine des princesses des terres conquises. Cependant, sa mère, qui est devenue la 5e, était déjà une noble et la première reine du royaume de Pharan. De ce fait, ses frères et sœurs et leur mère craignent la possibilité qu'il accède au trône. Une tentative d'assassinat n'est peut-être pas loin, c'est aussi pourquoi il est venu seul à l'examen. Si le garçon devant lui est leur agent, alors il doit s'en occuper sur le champ. Van restait silencieux. Il réalise qu'il a baissé sa garde après avoir gagné et a fini par céder à ses vieilles habitudes. Se dire ancien assassin n'était pas vraiment une option, il n'a donc pas d'autre choix que de faire l'idiot. Le jeune homme glousse et se gratte la tête, disant qu'il n'a aucune idée de ces choses-là. Ince n'était pas du genre à tomber si facilement dans son piège, alors Van change de tactique et lui dit de penser ce qu'il veut. Un silence tendu emplit l'air, et le poids de ses mots frappa bientôt toutes les personnes présentes. Falk se met entre eux et essaie de lui faire comprendre. Mais avant que quiconque puisse faire quoi que ce soit, il voit l'accusé juste devant Ince, lui tenant l'épaule en un clin d'œil. Le garçon dit qu'il plaisante et lui demande de ne pas faire une tête aussi effrayante. Pendant que les autres essayaient de comprendre, Van, souriant, demande au prince d'être compréhensif face au manque de manière d'un pecno. Le prince l'observa en silence. Il a montré une ouverture exprès, mais à part combler la distance, il n'a rien fait. Au fond de lui, l'ancien assassin se calma, car il perdrait sa chance de devenir chevalier s'il agissait trop vite. Ince ne se soucie pas de ses paroles et de son manque de respect, mais il a une autre question. Il revient sur l'habitude de cacher ses pas, et lui demande à nouveau s'il n'est pas un assassin. Van dit que c'est une astuce enseignée par Hélène, qui a dit que c'était essentiel pour lui qui dépend du combat au corps à corps. C'est un mensonge, bien sûr, mais il n'a pas le choix. Cependant, la mention du nom de cette femme et de sa recommandation choque tout le monde, d'autant plus qu'elle ne vient pas de n'importe quelle famille noble. Il pensait qu'elle avait l'air hautaine, mais ce n'est pas si simple. La fleur de glace fait partie des 5 meilleures de l'académie, il ne serait donc pas étrange qu'elle connaisse des techniques d'assassinat. De plus, sa maison sert le royaume depuis longtemps, elle n'a donc aucune raison de comploter contre Ince. Quand on lui demande pourquoi quelqu'un comme elle le recommanderait, Van explique vaguement qu'elle lui a dit de passer l'examen. Le prince explique qu'elle a probablement l'intention de le faire servir sa maison après son diplôme. En fait, il aurait fait de même s'il avait rencontré le jeune homme en premier. Il balaie d'un geste les remerciements superficiels du garçon. D'ailleurs, s'il y a un complot contre lui, il est plus probable que ce soit la bête démoniaque qui l'aurait tué s'il l'avait rencontré sans eux. Considérant les trois comme ses sauveurs, le prince incline la tête en signe de gratitude. Les deux nobles sont surpris par son humilité et acceptent avec empressement, mais le Galda détourne le regard, disant qu'il ne s'est pas battu pour lui. Falk en a assez de son manque de respect et réprimande le jeune homme mal élevé. Van montre de la défiance au lieu de chercher une récompense et des louanges. Pour quelqu'un qui a été couvert de vénération la majeure partie de sa vie, il s'intéresse beaucoup à un tel homme. La base de l'examen était remplie de candidats. Certains ont réussi après avoir apporté la fleur comme demandé, tandis que d'autres sont revenus les mains vides, le cœur brisé, se demandant comment l'annoncer à leur famille. Les examinateurs attendaient le prince et 3 autres personnes. Bren trouva cela étrange et se demanda ce qui se passait. À l'origine, la forêt ne contenait que des bêtes d'un niveau inférieur à celui du prince, car il voulait éviter les blessures. Cependant, le Esboar n'est pas revenu non plus, ce qui lui fait craindre qu'un problème soit survenu. Les gens commencèrent à se retourner et à halter alors que quelqu'un sortait des bois. Bren regarda aussi, s'attendant à y voir le prince. À sa grande surprise, c'est Van, qu'il croyait mort suite à l'attaque de la bête démoniaque. Il est choqué, incapable de comprendre pourquoi le Galda est toujours en vie. L'arrivée de Van choque tout le terrain, en particulier Bren, qui a commis un acte odieux pour essayer de le tuer. Klaus demande comment ça s'est passé, mais le méchant professeur dérape et demande comment diable il est encore en vie, ce qui amène les autres à se demander pourquoi il agit comme si c'était une mauvaise chose. Il se rattrape, disant qu'il est simplement impressionné qu'il ait survécu seul. Réfutant cela, Van fait un geste vers la zone derrière lui, et tout le monde se tourne vers Falk et Ralph, qui traînent l'énorme tête coupée du Esboar sur le sol. Le méchant professeur ne croyait pas ses yeux. Les candidats expliquèrent qu'il l'avait ramenée, car elle aurait pu être envoyée pour tuer le prince. Klaus est choqué qu'elle ait même été là, tandis que Bren dérape à nouveau en se demandant comment elle a échoué à les achever. La foule est silencieuse alors que ses paroles leur parviennent, mais il ignore cela et sort un autre mensonge en se disant impressionné par leur performance. À ce moment-là, Ince apparut avec un grand sourire, disant que c'était une bataille vraiment magnifique. Son intervention déconcerte les professeurs, et il lui demande s'il a également participé à cette situation dangereuse. Apprenant qu'il était là par coïncidence, Bren commence à paniquer à l'idée de ce qui pourrait arriver. Il a essentiellement envoyé une bête démoniaque après un membre de la royauté, et il serait fini si cela se savait. Le prince lui demande s'il va bien, car le professeur n'a pas l'air en forme. Ignorant cela, il se contente de louer Ince pour avoir vaincu quelque chose d'aussi fort que le Esboar. En rajoutant une couche, il lève les mains et acclame le royaume, mais n'importe qui pouvait sentir sa sournoiserie.
Le jeune homme a répété qu'il n'était qu'un simple spectateur et attribue l'exploit aux 3 garçons, disant plus précisément qu'ils seraient tous morts si Van n'avait pas été là. Des murmures d'incrédulité éclatent à la mention du Galda, mais Ralph le soutient, disant qu'il en sait beaucoup sur la magie et que c'est une personne incroyable. Même Falk partage ouvertement qu'ils se sont battus et ont gagné sous son commandement. Bren commence à mettre cela en doute, mais Ince dit que c'est tout naturel pour quelqu'un qui a été recommandé par Hélène Steinhardt. Elle ne lui a en fait rien appris, mais c'est l'histoire qu'il doit raconter. Pendant ce temps, les autres le fixaient et essayaient de comprendre les grands éloges du prince. Combiné à la recommandation de Steinhardt, il commence enfin à reconnaître le Galda. Ayant été juste depuis le début, Klaus incline la tête pour exprimer poliment sa gratitude. En tant que sujet du royaume, il est vraiment reconnaissant de ce que le garçon a fait. Van commence à insister sur le fait qu'il n'a fait que contre-attaquer la bête, mais il se ravise et passe à autre chose en tendant la fleur requise pour réussir l'examen. Les 3 autres font de même. Alors Klaus se tourne vers son collègue examinateur, qui s'éclaircit la gorge malgré lui et appelle leur nom. Le prince, Ince, les nobles, Falk et Ralph. Et enfin, le Galda, Van. Tout le monde confirme sa présence, et Bren reconnaît officiellement leur admission à l'école. Après un après-midi long et tumultueux, Van est devenu un étudiant de l'académie. Cela mis à part, le prince ordonne une enquête approfondie et un rapport sur l'incite de la bête démoniaque. Quelque temps plus tard, tous les nouveaux étudiants furent rassemblés dans le hall et accueillis par le directeur. Ce qui leur est demandé n'est pas seulement un talent magique, mais par-dessus tout, la véritable noblesse pour devenir l'épée et le bouclier du royaume lorsque le moment l'exigera. Dans sa vie antérieure, Van n'aurait jamais imaginé se tenir aux côtés des nobles. C'est un petit pas, mais c'est la preuve que le monde changeait, et il va suivre ce chemin jusqu'au jour où la discrimination contre les Galdas sera éliminée. Au-dessus de lui, Hélène observait attentivement et traversa bientôt les couloirs de l'académie. En arrivant à une porte, elle entra dans une pièce où 4 personnes étaient assises autour d'une table ronde à l'attendre. Les saluant, elle dit que tout le monde semble être là, mais Karina lui reproche de prendre de grands airs alors qu'elle arrive en retard. N'étant pas du genre à perdre son temps, Emilia demande alors pourquoi ils ont tous été réunis là aujourd'hui. Arnulf dit qu'il n'y a qu'un seul sujet dont les 5 couronnes brillantes discuteraient. Anas, le 8e prince, est d'accord, disant que c'est pour s'occuper de la substance étrangère qui s'est infiltrée dans l'école. Sa façon de le dire est révélatrice. Un événement pour le moins inhabituel a eu lieu. Après tout, pour la première fois depuis sa fondation, l'Académie a accepté un Galda. La plupart des 5 étaient en désaccord avec la décision et considéraient cela comme une affaire grave à régler. Pour ne rien arranger, la personne qui a recommandé son inscription fait partie des 5. Ils exigent une explication des Hélènes, qui n'a pas scié à leurs paroles. L'Académie rassemble des fils et filles de nobles dotés d'une magie puissante et d'une grande fierté, ce qui provoque généralement des conflits et des duels. Pour maintenir l'ordre dans une telle académie, un groupe d'étudiants idéalistes a pris sur lui de former une organisation disciplinaire et s'est appelé les 5 couronnes brillantes. On demande à Hélène de s'expliquer et de dire pourquoi elle recommanderait l'admission d'un Galda. Elle dit qu'elle a simplement reconnu sa force et rien de plus. Mais Karina remet en question l'idée même qu'un Galda puisse être fort. Pour beaucoup, ce sont des gens maudits par Dieu et ils ne peuvent posséder aucun pouvoir réel. Malgré son attitude calme, Emilia est silencieusement d'accord avec elle et demande comment quelqu'un sans magie peut s'entraîner pour devenir l'épée et le bouclier du royaume. Pour ceux qui n'ont pas de magie, Dieu n'existe pas, et c'est le bon sens pour le pays. Scène prendre au bon sens est pratique et c'est l'excuse toute faite que les gens utilisent pour arrêter de penser et justifier de mauvaises coutumes. Le prince royal est insulté par sa pique indirecte à sa famille, mais la femme reste impassible face à son regard noir. Sur ce, Arnulf suggère de tester le garçon pour voir de quoi il est fait. D'une manière ou d'une autre, ils peuvent découvrir si Van a vraiment le pouvoir de protéger l'académie. Anas est ravi de l'idée et demande si Hélène est d'accord avec la proposition. S'il conclut qu'il manque de force, alors son jugement sera naturellement aussi remis en question. Sachant cela, elle n'y voit toujours aucun problème. Elle se fiche de qui ils envoient et les avertit de ne pas sous-estimer son protégé. Alors que le prince se moque de ses paroles arrogantes, Karina se porte volontaire pour prendre la responsabilité de tester le garçon. Il lui dit de se donner à fond, et Hélène se demande simplement si Van a piqué son intérêt d'une manière ou d'une autre. Perdant son sourire, elle dit qu'elle veut juste écraser le favori de la fleur de glace en même temps que son arrogance. Pendant ce temps, le jeune homme en question marchait dans les couloirs de l'académie. C'était aussi normal que d'habitude, avec des gens assistant à leurs cours, s'inquiétant des classements et bavardant avec leurs camarades de classe. Cela fait une semaine que Van s'est inscrit, et il mène une vie étonnamment paisible depuis. Cela dit, il a eu quelques salutations ici et là. Il y a quelque temps, la classe était assise en silence devant le conférencier. Avec un regard méchant, il interpelle le Galda et lui demande d'expliquer la théorie des 4 éléments en magie. Il reste silencieux un moment, ce qui est normal car la question est bien au-delà de leur niveau. Le professeur se moque de lui, disant que c'est peut-être trop pour une race qui sait à peine lire, mais Van les surprend en donnant une réponse parfaite et concise à la question mal intentionnée.
Le vieil homme le regarde, choqué, car son explication substantielle prouve ses vastes connaissances. Avec un sourire entendu, le jeune homme demande s'il souhaite une discussion plus détaillée. Cela fait taire le conférencier qui poursuit sa leçon. Depuis, le harcèlement flagrant a complètement cessé. Ralph courut vers lui et lui donna une tape amicale dans le dos. Remarquant l'expression sérieuse sur son visage, son ami l'invite à déjeuner. Van dit vaguement que quelque chose est probablement à cause de lui et de Falk. Quand on lui demande ce qu'il veut dire, il dit simplement qu'ils ont été d'une grande aide et se dirige vers la cafétéria. Alors qu'il remarque à quel point il agit bizarrement ces derniers temps, une femme interpelle soudainement le nouvel étudiant. Il se tourne vers elle et lui demande ce qu'elle veut, mais elle se contente de le regarder de travers, disant qu'il est passé juste devant elle sans rien faire. Expliquant qu'il ne l'avait pas remarqué, il s'incline poliment et s'excuse auprès de l'aîné, mais Van se retrouve avec la pointe d'une épée à quelques centimètres de son cou. Ralph panique et demande pourquoi elle ferait une chose pareille. Alors que les roturiers doivent s'agenouiller devant les nobles, les Galdas doivent ramper au sol. Il soutient qu'il n'a pas besoin d'aller si loin dans une académie où ils ne sont tous que des étudiants. Cependant, elle refuse de céder et essaie de lui faire comprendre la situation dans laquelle il se trouve, rapprochant encore plus la lame de son cou. Ralph défend son amie, disant qu'elle dépasse les bornes, même pour une étudiante de classe supérieure. Elle lui ordonne de ne pas être si têtu et d'être obéissant pour une vie académique paisible. L'ancien assassin n'était pas du genre à avoir peur de menaces aussi mesquines. Le respect de base entre junior et senior est acceptable, mais l'oppression n'est pas quelque chose qu'il apprécie. Le voyant saisir sa lame, elle recule instinctivement, craignant qu'il ne la lui prenne. Alors que son poids s'abat sur la fine lame, Van utilise un coup sec pour en briser l'autre extrémité, la laissant tomber bruyamment sur le sol. En combinant flexion et torsion, il pousse le métal à sa limite et le brise avec un impact sec. Pointer sur lui une épée non améliorée par la magie, c'était fondamentalement demander à ce qu'elle soit brisée. De telles lames sont généralement destinées à l'entraînement et ne peuvent pas résister à un vrai combat. Elle dit que les vraies épées sont interdites sur le campus si l'on est une couronne des excellences. Pendant qu'il prend note du nom, la fille se détourne, ajoutant qu'elle a déjà fait sa part. Une autre voix confirme qu'il a bien des crocs. Karina s'approcha, énumérant ses fautes et disant qu'elle devait agir en tant que membre du comité de discipline. Les autres sont choqués que la princesse épéiste elle-même soit là. D'un autre côté, Van la connaissait d'une autre époque où elle portait un titre bien plus féroce. Elle sera connue comme la femme qui a fauché des milliers de vies sur le champ de bataille. Mais que faisait-elle là? Dans la première vie de Van en tant qu'assassin, plusieurs rébellions ont secoué le royaume. En coulisses se trouvait une faction militante de secte de purification appelée le Cercle de l'Annihilation Blanche. La plus redoutée d'entre eux était Karina, une épéiste démoniaque qui maîtrisait toutes les techniques d'épée et a tué de nombreux héros. Le royaume a finalement détruit le cercle à un coût élevé, mais le chaos qui en a résulté a déclenché la lutte ultérieure pour le trône. Van ne l'a vu qu'une seule fois sur le champ de bataille. Alors pourquoi l'ennemi juré du royaume était-elle à l'Académie de magie? Elle ajoute une autre accusation à sa liste d'infractions. Quand on lui demande ce que c'est, elle dit que c'est tout simplement impoli de sa part de fixer une aînée sans rien dire. Il s'incline pour s'excuser, expliquant qu'honnêtement, elle ne lui paraissait pas être une aînée. Cependant, ses paroles n'ont servi qu'à l'insulter. Ralph lui dit de toute urgence d'arrêter et que c'est l'une des 5 couronnes, mais il ne sait même pas ce qu'est ce groupe. Il s'agit des 5 meilleurs étudiants de l'académie, dotés d'un pouvoir réel et issus de familles de haut rang. Karina s'est inscrite à l'âge de 13 ans seulement et était une véritable force de la nature. Sa présentation est assez satisfaisante pour qu'elle le remercie avec un sourire. Van est surpris qu'une personne comme elle soit en fait issue de la haute noblesse, et cela a dû être gardé secret après qu'elle soit devenue une rebelle. Jamais dans ses rêves les plus fous il ne s'attendait à la rencontrer à l'académie. C'était peut-être une chance pour lui d'arrêter la rébellion en la tuant avant qu'elle n'atteigne le sommet de sa force. Cela arrêterait la guerre de succession avant même qu'elle ne commence et anéantirait les chances de d'accéder au trône. Il arrête ses pensées pour le moment, et Karina ajoute encore une autre accusation à sa liste. Elle l'accuse vivement de penser à quelqu'un d'autre. Alors qu'il se tient devant elle, la voyant saisir son épée, il se met immédiatement sur ses gardes. La lame est lentement dégainée, leur rappelant qu'elle est autorisée à porter une véritable arme. Il a reconnu sa posture. Dégainé par surprise et son coup signature, et ses victimes meurent si vite qu'elle ne voit même pas sa lame. Ralph lui dit de simplement s'excuser pour éviter tout autre conflit, mais Van ordonne juste à son ami de reculer. Prenant lui-même une posture de combat, il dit qu'il y a quelque chose qu'il doit confirmer. Sa décision n'est que pure folie pour elle, mais il se fiche de son opinion. L'air était tendu et immobile, et les spectateurs ne pouvaient même pas respirer dans l'attente de ce qui allait se passer. Karina dépasse sa cible et termine son attaque en un clin d'œil. L'impact retardé frappe Van, et la douleur le force à s'agenouiller au sol, aux grandes dames de Ralph. Pendant ce temps, la couronne des excellences était silencieuse. Étonnamment, elle reporte sa punition à plus tard et s'en va. Après tout, ce serait un gâchis d'en finir avec un homme comme lui trop tôt. Les deux garçons la regardèrent partir en silence. En marchant dans le couloir vide,
L'aîné demande pourquoi ils ont épargné le délinquant. Karina tomba soudainement au sol en disant que ce n'est pas qu'elle l'a épargné. Elle respirait fort. Au lieu de faire des commentaires, elle montre sa poitrine, qui a été frappée avec précision pendant l'échange. Ce fut une tournure d'événements choquante. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.